C'est parti. Ok. Donc bonsoir à toutes et à tous. Pas filmer la salle. Non, là, ça n'est pas filmé. Il y a que moi. Et merci aux organisatrices du séminaire de la Société des études arméniennes de me donner l'opportunité de présenter mon travail ici. Alors, je suis en train de tomber malade et de perdre ma voix. J'espère qu'elle tiendra jusqu'à la fin du séminaire. Je suis Agnès Oignan et je suis doctorante en 4e année de thèse en anthropologie. Et ma présentation d'aujourd'hui s'intitule Celles et ceux qui restent, famille au cœur des migrations saisonnières des Arméniens vers la Russie. Il s'agit de mon travail de recherche en cours que je vais tenter de partager avec vous du mieux que je peux. Donc, ma recherche doctorale porte sur les migrations saisonnières de travail des Arméniens vers la Russie, que j'étudie à partir de la famille et plus particulièrement de l'expérience des non-migrants, donc c'est-à-dire de l'expérience de celles et ceux qui restent en Arménie. Ces migrations concernent essentiellement les hommes qui partent généralement travailler en début d'année civile, au printemps, et qui reviennent en hiver, donc laissant derrière eux femmes, enfants et aînés. Il y a donc une dimension genrée et générationnelle de la migration. Quelques chiffres. Oui. Ok. Donc, quelques chiffres. Entre 2015 et 2020, près de 87% des migrants arméniens sont des hommes et 92% des migrations vers la Russie sont motivées par le travail. Cette pratique est ancienne de la période soviétique, voire impériale. Il existe évidemment une importante diaspora arménienne en Russie, implantée depuis longtemps. Bonsoir. Avec des réseaux bien établis. Les circulations donc, sont anciennes. Il y a une historicité. Alors, il y a quelques personnes qui arrivent. Peut-être, ok. Euh, donc, les circulations donc, sont anciennes. Il y a une historicité, une continuité de ces pratiques migratoires. Cependant, il faut noter évidemment une rupture donc, au moment de la chute de l'URSS en 91, et ce pour plusieurs raisons. L'Arménie traverse des années de profonde crise, de chaos, que l'on nomme communément les années sombres et froides. Il n'y a plus d'industrie, plus de ressources, et un des moyens de bricoler sa survie est de partir, et aussi de partir travailler en Russie. Et la chute est aussi le moment où les frontières deviennent... En fait, je suis en train de perdre ma voix, donc je fais vraiment du mieux que je peux. Excusez-moi. Oui, voilà. Mettez-vous plus près. Voilà. J'ai cru que c'était 6h15, c'est marqué. Oui, effectivement, c'était 6h15. On avait plus Commencé d'espoir. déjà. Oui. C'est bien, comme ça vous êtes pas en Vous avez retard. déjà commencé? On est à On est à l'introduction. l'introduction. On est à l'introduction. Oui, vraiment, vous n'avez pas raté grand-chose. Euh, donc, la rupture au moment de la chute de l'URSS est donc un des moyens de bricoler la survie et de partir, et aussi de partir travailler en Russie. La chute de l'URSS est aussi le moment où les frontières deviennent internationales, donc il ne s'agit plus d'un seul espace l'URSS, mais d'États indépendants. Et partant du point de vue de la famille, donc cette historicité, cette continuité des migrations s'observe aussi à travers la transmission intergénérationnelle de la migration des hommes en âge de travailler, qui est fondée donc sur l'existence de ces réseaux anciens. Donc au sein d'une même famille, on aura le grand-père, le père, le fils, les cousins qui partent travailler en Russie, souvent dans les mêmes localités. Vous pouvez m'excuser, c'est des gens qui partent de France ou qui partent d'Arménie? D'Arménie. Et en miroir, donc on a aussi une transmission intergénérationnelle de l'expérience de l'absence intrinsèque, donc à toute expérience migratoire des hommes au sein des ménages arméniens. Donc là, je me permets juste de faire un petit détour pour dire l'émotion que j'ai de venir présenter mon travail ici à l'INALCO, puisque c'est ici que tout a commencé. C'est ici que se situe la genèse de mon projet.
Il y a plus de 10 ans, j'étais inscrite en licence de langue et civilisation arménienne, au début avec l'unique intention d'apprendre à lire et écrire ma langue première, l'arménien. Je suis vraiment en train de perdre ma voix. Puis- Non, c'est bon, merci, c'est gentil. J'en ai bu toute la journée, ça devrait aller. Oui. En ligne? Oui, c'est pour ça qu'il y a l'ordinateur devant la plateforme. C'est enregistré en ligne. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas oui, non, parce que moi j'ai inscrit. Voilà. Qu'est-ce que C'est ça pour veut ça dire? qu'il faut quand même sur Internet, parce que c'est enregistré en ligne. C'est pas comme si c'était dans la salle. C'est pas. Non, c'est la caméra est. Qu'est-ce qu'il y a de Rasken, Yes, Gomodik, Ok, donc je continue. Oui. Avec l'unique intention d'apprendre à lire et écrire ma langue première, que j'ai finalement appris à lire et écrire. Et puis, au fur et à mesure de l'apprentissage et des cours très riches proposés par le département arménien, je vous fais un peu de pub, je découvrais l'histoire des Arméniens que je ne connaissais qu'à travers les silences hérités de ma famille. Autant dire que je ne la connaissais pas. Donc, dans un premier temps, j'ai donc pu établir des ponts entre mon histoire familiale et la grande histoire. Et ou plus précisément, c'était en découvrant l'histoire des Arméniens que je découvrais également celle de ma famille. Et cela participa à jeter les bases d'un projet professionnel et personnel. C'est aussi à l'INALCO que je fis la connaissance de ma future directrice de master d'abord, puis de thèse, l'historienne Anouche Kunt, qui me co-dirige aujourd'hui avec Adelina Miranda. Et toutes les deux m'accompagnent depuis le début de ce processus long et parfois difficile, toujours avec bienveillance, et je souhaite les remercier de nouveau pour cela. J'ai commencé à m'intéresser aux migrations des Arméniens dès la licence en menant un travail de recherche sur le rapatriement des Arméniens de la diaspora vers la République socialiste d'Arménie, donc en 46-47, à partir des témoignages de ma grand-mère paternelle, elle-même née en France et rapatriée en 47, puis revenue en France où je suis moi-même née. Et j'avais à cette occasion rencontré d'autres personnes rapatriées ou enfants de rapatriés. Dans le cadre de mon master d'anthropologie mené à l'EHESS, j'ai étudié l'émigration des Arméniens de Syrie vers la République d'Arménie depuis le début du conflit syrien en 2011, qui était à cette époque une question brûlante. J'ai mené des enquêtes ethnographiques auprès de la jeunesse arménienne de Syrie installée en Arménie. À ce moment, il s'agissait du plus important mouvement migratoire de l'Arménie indépendante depuis la guerre du Karabakh des années 90. Et le sujet était sensible et actuel, et il a considérablement, je pense, bouleversé le paysage et la société arménien. Je me demandais s'il s'agissait d'un exil ou bien d'un retour, car s'il était évident que les Arméniens de Syrie avaient fui la guerre, la majorité de mes interlocuteurs voyaient l'Arménie comme leur patrie et qualifiaient volontiers leur exil de retour. Certains d'entre eux s'étaient engagés dans la guerre, dans l'épisode guerrier des 4 jours, la guerre des 4 jours en avril 2016. Puis en 2020, l'implication des Arméniens de Syrie a été également importante. Juste un dernier point à propos de mon master, dire que c'est un. Donc, j'ai dû vivre pendant ma dernière période d'enquête ethnographique en Arménie, donc c'était au printemps 2018, au moment de la dite révolution de velours. Et c'est un événement que j'ai vécu aux côtés des jeunes Arméniens de Syrie, puisque donc, j'ai effectué mon dernier terrain d'enquête à ce moment-là. Et je reviendrai plus loin à cette notion de terrain en crise et de la nécessité de conjuguer rigueur et souplesse afin de mener une recherche en sciences sociales en Arménie où les bouleversements sont permanents et inattendus. Après le master, je suis partie m'installer à Yerevan où j'ai élaboré mon projet de thèse en contact direct et permanent avec les problématiques qui le constituent. J'ai obtenu pour cela un contrat doctoral de l'ICM, l'Institut Convergence Migration, et puis donc pour terminer ma thèse en 2025, j'ai pu obtenir également une bourse de la Fondation Gulbenkian qui me permettra de terminer. J'ai souhaité faire ce long détour un peu autobiographique pour rendre hommage déjà à cette merveilleuse institution qu'est l'INALCO, et aussi pour vous donner à voir les jalons de mon approche familiale et à la fois à la prise de distance nécessaire
En somme, au travail d'équilibriste que m'impose la recherche sur le monde arménien. Donc, je reviens aujourd'hui à ma présentation à la thèse. Après m'être intéressée donc, à ceux qui arrivent en Arménie, je porte mon attention à ceux qui restent, à celles surtout qui restent, pendant que d'autres partent. Donc, portant la focale sur le revers des migrations et en construisant l'objet de recherche auprès de celles et ceux qui restent, je suis arrivée sur le terrain avec une première série de questions que le terrain a bouleversées, comme il sait si bien le faire. Mais donc, dans un premier temps, mes questions étaient: que fait l'absence des hommes à la famille qui reste en Arménie? Que se passe-t-il dès lors qu'ils sont absents de la structure familiale où ils occupent pourtant un rôle central? Comment la famille résiste-t-elle au choc de la séparation? L'absence des hommes vient-elle modifier les rapports de domination ou au contraire se place-t-elle en continuité d'un modèle familial traditionnel, perpétuant, voire accentuant les rapports de pouvoir intrafamiliaux? Je porte une attention particulière aussi aux pays de destination de ces mouvements migratoires, donc à savoir la Russie, afin de saisir leur singularité parmi les divers et nombreux mouvements migratoires qui traversent les vies des Arméniens. Donc, en effet, migrer pour les Arméniens, c'est une habitude. Il ne s'agit pas d'une pratique exceptionnelle. Si l'on part de ce constat, il est important de se demander ce que ce mouvement migratoire a de particulier en tant que tel au milieu des autres. Que signifie donc migrer en Russie? L'ancien ou pas dominateur de la région, l'ancien colonisateur? Et pour aller plus loin, s'agit-il même d'une migration, puisque pendant longtemps, il s'est agi de circulation au sein d'un même espace, l'URSS, et que les frontières internationales ne sont finalement que très récentes. Donc, j'arrive à ma méthode. Donc, j'ai construit ce projet de thèse donc, en Arménie, comme je l'ai déjà dit, et donc, un pays où j'ai globalement passé beaucoup de temps depuis ma tendre enfance. Et ce travail donc, est fondé sur de longues périodes d'enquête ethnographique en Arménie avec observations, entretiens et échanges informels. Tous les échanges et entretiens sont menés en arménien et je n'ai pas recours à un interprète. Et tous les entretiens sont retranscrits manuellement et traduits directement au moment de la retranscription par moi-même. Et une attention particulière est portée aux termes utilisés et à leur traduction française. Je mets le point là-dessus, vous comprendrez plus tard pourquoi. Euh, Ma grille d'entretien est très sommaire. Elle ne contient que des questions que je souhaite absolument poser, mais sinon, c'est globalement la page blanche qui est ma méthode. Et donc, une attention accrue à ce que l'interlocuteur me raconte et à la situation de l'entretien. Je suis particulièrement attentive aussi à ce qui se dit autour de cette migration, puisque cela a été le point de départ de mes questionnements. Donc, quelle place a cette migration dans l'imaginaire et dans les discours? Et je porte une attention également aux productions médiatiques populaires autour de la figure du Ropanchi, donc c'est le migrant de travail. Je reviendrai sur ce terme, et plus largement à l'image de la famille dans des productions populaires, donc des talk-shows et des séries populaires. Oups, alors. Donc, le phénomène que j'étudie concerne tout le territoire arménien et toutes les régions, mais pour ma recherche, je me suis concentrée sur deux marz, le Chirac et le Geralkunik, qu'on voit sur la carte. Je ne suis pas géographe, hein, donc je ne suis pas forte en carte. Vous me désignez, s'il vous plaît? Alors, le Geralkunik, c'est Oui, là où il y a le lac Sevan, et le Chirac, c'est là où il y a oui, Gyumri, donc tout oui, oui. au nord. Merci. Ces deux marges sont montagneux et arides, avec des hivers très longs et des conditions de vie difficiles qui ne permettent qu'une agriculture saisonnière limitée. Elles ont donc le point commun d'être deux points de départ des migrations saisonnières, mais avec des différences, puisque le Gerachkunik est réputé pour avoir envoyé des travailleurs saisonniers depuis la période soviétique, mais ce n'est pas le cas du Chirac, qui était une région assez prospère, en tout cas pour Gyumri, le chef-lieu, donc qui est aussi la deuxième ville du pays, mais qui a subi un fort et brutal déclassement à la chute de l'URSS, notamment à cause du tremblement de terre, mais aussi à cause de la fermeture des industries, des usines qu'elle contenait.
Donc, c'est un phénomène qui concerne tout le territoire arménien, mais si on tape migration saisonnière ou Khopan ou quoi sur Internet, ou si on parle avec les gens, c'est souvent, dans l'imaginaire, c'est souvent les villages de la région du Geralkunik qui sont mentionnés comme étant particulièrement touchés par cette migration saisonnière. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un film documentaire justement intitulé Village de femmes et réalisé par Tamara Stepanian qui a été tourné à Lichk, un village en bordure du lac Sevan. Et donc, pour illustrer cela, à ma question posée à l'une des femmes du village où je mène mes enquêtes, volontairement naïve, hein, y a-t-il beaucoup d'hommes au village? Elle répond en éclatant de rire, l'été, pas du tout. L'été, non, c'est que les papys et les malades, ceux qui ne peuvent pas travailler. C'est seulement ceux qui ne peuvent pas travailler qui sont là. Euh, donc, au moment de l'écriture de mon projet, j'envisageais de mener un terrain multisitué, puisque je m'intéresse à la fois au revers de la migration, mais aussi au pays de destination. Et au moment de l'écriture de mon projet, la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé. Cependant, donc, ce choix de ne pas faire de terrain multisitué s'est vite imposé, et pour plusieurs raisons. Donc, la première que je viens de mentionner, et la deuxième, en fait, qui tient aux enquêtes au sein de la famille. Lieu par excellence du secret. Et finalement, donc au fur et à mesure des enquêtes, je me suis rendu compte que c'était pas plus mal que de ne pas pouvoir faire des enquêtes en Russie, puisque j'aurais probablement brisé une chaîne de non-dits et de mensonges, puisque en Russie, il s'en passe des choses que les familles en Arménie ne doivent pas savoir. Pour pallier cette contrainte, cependant, puisqu'il me semble quand même important d'avoir le point de vue des hommes qui partent en Russie, j'ai plusieurs informateurs, mais surtout un qui est très précieux et qui a vécu plusieurs années auprès des Khopanchi, donc à Moscou. Donc, en gros, au sein d'une même famille, je n'ai pas d'informateur depuis Moscou. Les localités où travaillent les hommes des familles que j'ai rencontrées, ainsi que mes interlocuteurs, donc, sont les suivantes. Moscou, Saratov, Nijni Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Yakoutsk, Tyumen, Blagoveshchensk, qui est à la frontière avec la Chine, Krasnodar, Krasnokamiensk et Petropavlovsk, qui est ma seule exception puisque c'est au Kazakhstan. J'ai essayé de faire une carte, mais encore une fois, je ne suis pas géographe et j'ai encore à me former là-dessus. Un dernier point sur la méthode pour insister sur le fait que l'Arménie est un champ de bataille et a toujours été traversée et bouleversée par les conflits régionaux. Donc, aujourd'hui, comme hier, hein, les conséquences de la guerre en Ukraine, la guerre au Haut-Karabakh et les relations fluctuantes entre l'Arménie et la Russie, et plus récemment, les accords géopolitiques impliquant les États-Unis de Trump, ainsi qu'une militarisation croissante de la région. La politique interne du pays est également bouleversée et le contexte sécuritaire marqué par un risque latent de guerre affecte profondément la société arménienne qui semble vivre sur le qui-vive depuis 2020 et les contre-coups de la guerre du Haut-Karabakh. Et la manière dont les habitants envisagent l'avenir, la migration et la stabilité en sont évidemment impactés. Donc, il s'agit également de composer avec ce fond de crise. Donc, je conclurai cette longue introduction en disant que mon parcours de recherche a commencé par l'écriture d'un mémoire qui s'est déroulé dans l'euphorie collective de la Révolution de velours de 2018 et qu'aujourd'hui, la rédaction de ma thèse se déroule dans un tout autre contexte, marqué par l'inquiétude permanente liée à la situation totalement incertaine de l'Arménie. Ouais. Oui, c'est ça que je dois faire, exactement. Alors, donc, dans un premier temps, migrer une habitude. Donc, je reviens sur le terme Khopan et Khopanchi que j'ai utilisé dans l'introduction, qui est utilisé donc familièrement, ce sont des termes familiers, pour évoquer cette pratique de migration saisonnière de travail. C'est une traduction du terme russe tselina que l'on voit sur l'image,
que l'on traduit en français par Terre vierge, terre non cultivée, et qui renvoie à un épisode particulier de l'histoire de l'URSS, donc la campagne des terres vierges, lancée par Nikita Khrouchtchev au début des années 50 pour développer les steppes d'Asie centrale et notamment du Kazakhstan. Donc les travailleurs ayant répondu à cet appel furent communément appelés les Khopanchi, c'est-à-dire ceux qui vont au Khopan, et désignent aujourd'hui par extension les travailleurs migrants saisonniers et particulièrement ceux qui partent travailler en Russie. Et ce terme est extrêmement chargé de sens, il est devenu assez péjoratif et renvoie à l'imaginaire d'hommes ringards, un peu Khopanji. Khopanchi, mm. Un peu en décalage avec leur temps et souvent alcooliques et assez précaires. Cette pratique saisonnière de la migration n'a pas commencé avec le Khopan cependant, puisqu'elle est propre aux peuples de montagne. Et notamment, donc, on les retrouve, on retrouve à travers notamment le terme aussi pandourt, qui désigne aussi des travailleurs migrants saisonniers, donc des montagnes du Sassoun et de Zeytoun, et donc on a des traces de ces pratiques dès le 19e siècle. Donc là, j'ai des images. Voilà, ça c'est des Arméniens qui partent au Khopan, donc au Kazakhstan, dans les années 50. C'est révélant, hein. Oui, je pense, oui. Et là, aujourd'hui. D'accord. Vous croyez qu'on va se rappeler? Bon, c'est bien. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, les hommes partent généralement au printemps et reviennent l'hiver, au moment des fêtes de fin d'année et des vacances. Donc, cette temporalité saisonnière des migrations, elle est aussi vécue par les familles. Et donc, c'est le moment où il n'y a il n'y a pas de travail au village, au champ, c'est la saison creuse. On peut donc vite comprendre que ces périodes sont comme suspendues dans le temps. Elles marquent une rupture. Déjà, sans l'expérience de la migration, la temporalité saisonnière de la vie au village est déjà rythmée par ce moment de suspens. Euh, Et donc, dans ces familles, les hommes qui reviennent à ce moment-là sont comme des invités, à la fois accueillis comme tels et eux-mêmes se comportant comme tels. Et ces périodes exceptionnelles, donc en elles-mêmes, le deviennent encore plus avec le retour des hommes. Parmi les conséquences, les femmes que j'ai rencontrées m'ont fait part d'une perte d'autorité, notamment vis-à-vis des enfants, puisque les pères qui sont trop peu présents durant l'année évitent de se fâcher, par exemple, durant ces périodes-là. Ils couvrent les enfants de cadeaux, etc. Et donc, après leur départ, en plus de toutes les autres difficultés qu'implique le départ des hommes, il reste aux mères le difficile travail de rétablir l'autorité. Un autre point qui vient illustrer l'incorporation de la temporalité saisonnière des migrations est la concordance de l'arrivée de la première neige et du retour du père, du point de vue des enfants. Donc, je n'ai pas fait directement d'entretien avec les enfants, mais les mères m'en parlent beaucoup. Donc, un extrait d'entretien. Donc, je cite. Nos enfants, cette année, c'était peut-être en novembre. Il y a eu un léger voile de neige, juste un peu le matin, le sol était blanc. C'était novembre. Ils étaient tellement heureux. Papa va venir. Mon petit Arthur me disait, je vais aller à l'école et quand je reviendrai, papa sera là. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis ça, Arthur? Il m'a répondu, parce que papa m'a dit, quand la neige tombera, je viendrai. Gam. Donc, c'est un extrait d'entretien avec Louciné au village du Garage Kounic en mars 2024. Un autre extrait d'entretien qui mentionne bien cette temporalité saisonnière, cette fois-ci avec Anna Agumri en avril 2023. Je cite, les enfants savent que la saison arrive, papa s'en va, la saison arrive, papa revient. C'est comme ça. Au printemps, il part, à l'automne, il revient. Donc, j'arrive à mon point suivant. Donc, pour comprendre les migrations que j'ai choisi d'étudier, il convient de les replacer dans le contexte arménien, où migrer n'est pas une exception, au contraire. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je vais passer vite là-dessus. L'Arménie présente une diversité, une multiplicité de formes et de formats de migration,
tant dans le temps de son histoire que dans l'espace actuel de son territoire, des exils, des mouvements qualifiés de rapatriement, des départs, des migrations permanentes, temporaires, circulaires, saisonnières, des nettoyages ethniques, des échanges de population, des dialogues plus ou moins fluides entre l'État arménien et la diaspora, etc. On a une cohabitation entre immigration et émigration, d'une part des Arméniens qui quittent leur territoire et d'autre part des populations arméniennes de communautés diasporiques, mais pas que, qui viennent s'installer en Arménie. Du point de vue des familles, cette diversité migratoire se retrouve au sein même des familles, donc qui sont dispersées entre plusieurs continents, et ce depuis plusieurs générations. Ce modèle familial est la norme. Il n'existe pas, à ma connaissance, de famille dont tous les membres seraient en Arménie. Et donc, si l'on se base sur le modèle de la famille élargie, qui est également le modèle normatif en Arménie, on pourrait se demander si la famille transnationale, telle qu'elle a été étudiée donc, dans les travaux qui étudient donc, les liens entre migration et famille, on pourrait se demander donc, si le modèle transnational n'est pas la norme en Arménie. Euh, et enfin, donc ces dernières années ont été également marquées par de nouvelles formes de migration totalement inédites pour l'Arménie. D'une part, l'arrivée massive de citoyens russes qui ont fui la guerre menée par Poutine en Ukraine. Donc, il y a de nombreuses recherches à propos de cette migration qui suscite beaucoup de passion et d'intérêt. Et d'autre part, des travailleurs indiens qui, à la faveur d'une facilitation des visas, mais aussi d'un nouveau trafic de main-d'œuvre, se retrouvent en Arménie et occupent notamment les secteurs du bâtiment et de la livraison. Et la migration des Indiens existait déjà en Arménie, mais elle était vraiment marginale et il s'agissait d'étudiants en médecine. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène considérable qui vient véritablement modifier le paysage social arménien. Je mentionne ces deux migrations inédites puisqu'elles elles m'ont été suggérées par mes interlocuteurs sur le terrain qui, quand je leur parlais de mon projet de thèse, n'hésitaient pas à me recommander d'étudier plutôt la migration des Russes ou la migration des Indiens, bien plus intéressante selon eux que celle que j'étudie, qui est à leurs yeux ordinaire, voire normale, voire banale. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur cette banalisation donc de cette migration des Arméniens vers la Russie. Donc évidemment, elle tient de la dimension historique de ces circulations, de la présence arménienne en Russie qui est ancienne, de la diaspora en Russie qui est ancienne. Elle tient également du fait qu'il s'agit d'un mouvement massif qui concernerait donc un tiers des ménages en Arménie, qui rend donc cette migration ordinaire tant elle s'est fondue dans le paysage social du pays. Et finalement, donc, dans le panorama des migrations arméniennes, c'est probablement la moins migratoire, entre guillemets, celle qui n'est pas véritablement pensée comme une migration, tant du point de vue des familles que du pays de départ, que même du pays d'arrivée. On peut même se demander s'il s'agit d'une migration. À partir de quand partir travailler en Russie est-il devenu synonyme de migrer? Et pourquoi est-elle perçue comme normale, voire inévitable, voire incontournable? Donc, j'ai encore deux extraits d'entretien à vous partager. Le premier, donc, avec Anna en 2023 à Gyumri. Euh, donc, qui viennent illustrer l'historicité de ces circulations pardon, qui se retrouvent donc, dans la transmission intergénérationnelle de la pratique migratoire et en miroir de l'expérience de l'absence qui est intrinsèque à toute expérience migratoire. Donc, je la cite. Nous imaginions ça parce que tout le monde vit comme ça. Ils partent au printemps et ils reviennent à l'automne. J'ai oublié de vous dire la question. Donc, je lui demande si, quand elle était petite, elle imaginait d'épouser, de faire sa vie avec un migrant de travail, un Propanchi, plus tard. Euh, Donc, tous les membres de la famille, tous les maris partent au printemps et reviennent à l'automne. Quand nous étions petites, ma sœur et moi, quand on avait 13-14 ans, nous parlions de mariage et nous nous disions, nous allons nous aussi devoir nous marier et nos maris vont partir. Nous demandions à notre mère, comment tu arrives à tout faire alors que papa n'est pas là?
Et nous nous disions, comment allons-nous faire, nous? Nous aussi, nous allons devoir nous marier. Ça va être comme ça pour nous aussi. Nos maris vont devoir partir. Et comment allons-nous faire? C'est comme ça. Tu imagines que ta vie sera comme ça. Aussi, ils devront partir et revenir. Un autre extrait d'entretien qui illustre cette absence d'autres horizons. Avec Louciné, cette fois-ci en mars 2024 au village. Je la cite. Quand j'étais étudiante, une de mes camarades qui venait de se marier était en cours. Elle venait d'envoyer son mari au Khopan. Elle a dit, les filles, surtout, ne vous mariez jamais avec un Khopanchi. Et elle pleurait, pleurait. Et elle venait de dire au revoir à son mari. Et elle était venue en cours tout de suite après. Et elle disait, surtout, ne vous mariez pas avec un Khopanchi. Et une autre fille lui a répondu, dans ce cas, nous allons toutes rester à la maison. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous marier. J'en arrive à mon point suivant, donc migrer en Russie. Donc, comme je l'ai déjà mentionné plus haut, les circulations vers la Russie ne sont pas nouvelles. Elles n'apparaissent pas avec la disparition de l'URSS et elles s'inscrivent donc dans une continuité historique de relations entre l'Arménie et la Russie. Cependant, elles sont également à comprendre dans un contexte d'effondrement, dans une région où une pluralité, une diversité de mouvements migratoires voient le jour avec l'effondrement de l'Union, et notamment donc, des migrations vers la Russie, puisqu'à ce moment-là, la Russie elle-même encourage l'immigration de main-d'œuvre. Donc pour la grande majorité des populations d'Asie centrale, hein, répondront à cet appel, mais également du Caucase du Sud. Donc on pourrait méditer hein, sur est-ce que migrer en Russie, c'est migrer? Est-ce que la Russie, c'est l'étranger? Et on pourrait aussi méditer sur les distinctions qu'on fait communément entre diaspora intérieure et diaspora extérieure, puisque pendant longtemps, il ne s'est agi que d'un pays, et que migrer en Russie, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel d'aller travailler en Russie, au contraire, c'est facile. Le russe a été pendant longtemps la langue de l'enseignement en Arménie. La culture soviétique, donc russe, est partagée par toutes ces populations qui l'ont gardée en héritage. Et cela s'appuie donc sur un large réseau d'entraide et de solidarité de migrants. La majorité des hommes que j'ai rencontrés n'ont jamais travaillé en Arménie et n'ont probablement jamais même essayé de le faire. Donc on est véritablement dans une situation où il est plus facile de trouver un travail en Russie qu'en Arménie. Cependant, c'est en train de changer depuis plusieurs années déjà. Les mêmes problématiques, cependant, s'abattent sur les travailleurs migrants, qu'ils soient caucasiens ou centra-asiatiques, du point de vue de la Russie, hein, musulmans ou chrétiens. La pratique de la déportation, donc déport comme elle est communément appelée, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire russe, est monnaie courante pour les Arméniens aussi, comme pour les autres, face à une législation de plus en plus contraignante. Donc, par exemple, l'obligation de s'enregistrer et de faire des analyses de santé chaque année, tout cela ayant un coût, évidemment, qui n'est pas toujours pris en charge par l'employeur. À cela, il faut ajouter l'augmentation des prix des transports entre la Russie et l'Arménie, qui est une conséquence directe hein, de la guerre en Ukraine et de l'arrivée des citoyens russes en Arménie. Et l'Arménie aussi est devenue un point de transit des vols entre l'Europe et la Russie, les lignes directes ayant été supprimées. Des contrôles aléatoires, mais en réalité au faciès, et s'appuyant sur un racisme anti-caucasien bien ancré en Russie. Et donc, si l'on aimerait penser que le sort des Arméniens est plus doux que celui des autres migrants, on se confronte vite à une réalité qui témoigne de l'importance de la classe sociale. C'est pas parce qu'il y a une diaspora ancienne en Russie que les Arméniens sont mieux traités. Les travailleurs arméniens partagent le même quotidien que les autres travailleurs étrangers en Russie. Ça paraît être une évidence dit comme cela, mais l'absence de travaux ou la rareté des travaux questionnant cette problématique montre bien là qu'il s'agit d'un impensé. Si l'on compare les travaux qu'il existe, par exemple, sur les migrations en provenance d'Asie centrale. Donc le racisme anti-caucasien demeure et ne s'embête pas à faire la distinction entre bons et mauvais caucasiens s'il en est.
Donc les noirs, les culs noirs et autres ratchiks, autant de surnoms pour désigner ces visages qui ressemblent vaguement d'ailleurs à ce qu'on connaît des caricatures antisémites avec les mêmes stéréotypes mobilisés. Ainsi, migrer en Russie est toujours imaginé ou du moins présenté comme un projet temporaire, faute de mieux, avec l'idée qu'à la fin, on pourra retourner vivre en Arménie. Partir en famille n'est pas une option enviable, car la Russie n'est pas un pays où faire grandir les enfants. Cela ressort très clairement dans les entretiens. Par exemple, donc on retrouve toujours Anna à Gyumri, je la cite. Non, je ne suis jamais partie, et lui ne nous emmènera jamais. Il dit qu'à l'étranger, avoir une famille et surtout faire grandir des enfants, c'est une chose absurde. Il dit, il vaut mieux que je meure de faim. Même si le pays est en guerre, il dit encore qu'il ne les emmènera pas. Il dit, j'y ai vécu, j'ai vu les familles, et faire grandir des enfants à l'étranger, c'est difficile. Ce point marque une profonde différence entre la perception de la Russie et la différence d'autres destinations migratoires, donc je pense à l'Europe et aux États-Unis notamment, et d'une aversion en fait à l'idée d'aller s'y installer en famille, tandis même qu'historiquement, les Arméniens migrent en famille ou alors font tout pour recomposer, reconstituer les familles dans la migration et dans la dispersion. Tout se passe comme si la migration saisonnière des hommes vers la Russie ne constituait pas de danger pour la famille. Il me semble dès lors que cette pratique migratoire qui est considérée comme normale peut être mise en tension justement à travers le prisme de la famille comme point de départ du projet, comme justification, comme raison. C'est pour la famille qu'on migre. Il convient donc de comprendre ce qu'est la famille et de comprendre les enjeux familiaux, les liens d'héritage, de transmission, les obligations morales, la norme de la cohabitation. Et on verra que la compréhension des rapports familiaux donne à voir une autre interprétation d'une pratique migratoire commune. Donc, ce travail a eu pour point de départ l'observation d'une anomalie. À partir des premières observations effectuées en Arménie, je me demandais pourquoi, dans certaines familles, les hommes continuent de partir travailler en Russie, alors que cette pratique n'est plus systématiquement synonyme d'amélioration des conditions économiques de la famille, voire dans certains cas participe à sa détérioration et à son endettement. Cette migration reste perçue comme une évidence, elle ne fait pas l'objet de questionnement. Tout se passe comme si les hommes étaient presque forcés de partir. Ils partent parce que c'est comme ça. On pense à l'extrait d'entretien avec Anna que je vous ai lu tout à l'heure. Que pourrait-il faire d'autre? Pourquoi perpétuer cependant une pratique qui est si coûteuse pour les familles, qui les fragilise, les endette, les sépare? Pourquoi est-il si normal d'aller travailler en Russie? C'est en questionnant cette anomalie normalisée, conjointement à l'expérience que j'ai eue du terrain, assez difficile alors que je l'attendais plutôt facile, au contraire, du fait notamment de ma proximité de genre avec mes enquêtés. Euh, donc c'est à partir de ces deux pôles que la question du lien de causalité du fonctionnement familial sur la pratique de la migration m'a paru comme problématique centrale. Partir travailler en Russie permettrait aux hommes de remplir, ou du moins de le faire, leur rôle économique de breadwinner au sein de la famille, tout en s'assurant d'éviter les autres responsabilités que la cohabitation impose, notamment dans le cas où la cohabitation est problématique, c'est-à-dire dans la majorité des cas. Pour le dire simplement, les hommes partent pour la famille, mais aussi pour fuir la famille. Jusque-là, il s'agissait d'aborder les conséquences de la migration sur la famille avec l'hypothèse préliminaire qui s'avère assez simpliste que si la famille dysfonctionne, c'est probablement à cause de la migration. Comme si le projet migratoire, le choix de migrer, trouvait son origine ailleurs que dans la famille elle-même, dans son fonctionnement, comme s'il était vraiment nécessaire de partir et que la famille en pâtissait, comme si l'absence des hommes se justifiait nécessairement par la migration. J'ai commencé à me demander ce qu'il se passait dans les familles où les hommes ne migrent pas. Sont-ils présents pour autant? J'avais dès le début de ce projet l'intuition que cette migration trouvait sa cause également ailleurs que dans des justifications économiques. Pour résumer, ce n'est pas seulement la migration qui explique les dysfonctionnements familiaux, mais aussi le fonctionnement familial qui éclaire la migration. La problématique fonctionne donc en miroir.
Que fait la migration à la famille et que fait la famille à la migration? Enfin, je défends l'idée que la migration ne peut être saisie indépendamment des logiques collectives héritées à la fois du modèle familial arménien et aussi des structures soviétiques et post-soviétiques. Et les trajectoires donc ne relèvent pas de choix individuels, mais s'inscrivent dans un univers relationnel dense, structuré par des obligations mutuelles, des dettes symboliques et non symboliques et des configurations d'alliances. Donc j'arrive à ma deuxième partie, la famille, mais avant cela, je vous invite sur le terrain avec moi. C'est la deuxième fois que je rencontre Louciné, la cousine de mon ami Sévan, dans un village de la région du Garage-Konik. C'est le mois de mars et il fait beau. Le soleil chauffe déjà, mais il y a encore de la neige au village. Avec Sévan, nous avons fait la route depuis Yerevan, environ 2 heures, et nous sommes arrivés en début d'après-midi au village. Nous sommes accueillis près de l'arrêt de minibus par Louciné et les enfants, Arthur et Lilith, qui ont alors 5 et 7 ans. Puis nous marchons ensemble jusqu'à la maison, et les enfants courent et tournent autour de nous, excités par notre visite. En empruntant une rue adjacente à la route principale du village, nous arrivons par un petit chemin encore verglacé et enneigé par endroits à la maison. C'est la maison des beaux-parents de Louciné. Nous y entrons et arrivons dans le salon où sont assis les beaux-parents. La belle-mère sur un grand canapé style rococo, très apprécié en Arménie, et le beau-père sur un fauteuil presque dans un coin de la pièce. La belle-mère nous accueille en nous posant toutes sortes de questions. La route, la famille, la vie en France, tandis que le beau-père est si discret qu'on pourrait aisément oublier sa présence. Les enfants continuent de courir et de tourner autour de nous et la télévision est bien sûr allumée. Après cet échange de convenances, Lucini nous entraîne dans la cuisine, une grande pièce aux proportions quasi égales au salon, où elle a préparé un repas de fête. Feuilles de vigne, plusieurs salades composées, fromage, olives, légumes en saumure, puis des pâtisseries et des fruits. Nous mangeons toutes les trois dans cette grande cuisine totalement rénovée, tandis que les beaux-parents et les enfants, qui avaient déjà mangé avant notre arrivée, regardent la télévision au salon. Vahan, le mari de Louciné, n'est pas encore réveillé. Vahan travaille au Kazakhstan depuis 2007. Il s'est marié avec Louciné en 2015. Je sais par Sevan qu'il travaille dans des conditions extrêmement difficiles et qu'il fait les routes. Comme tous les ans, il est rentré pour l'hiver en Arménie. En mars, il est encore au village, mais son départ est proche. La première fois que j'étais venue dans ce village et que j'y avais rencontré Louciné, c'était dans sa maison d'enfance, à quelques pas de celle des beaux-parents où nous sommes ce jour. Cette première rencontre était à l'occasion d'une réunion de famille autour du khash, un plat à base de pieds de vache et d'abats très apprécié en Arménie. C'était une vache noire prénommée Sevouk que la mère de Sevan avait offert à sa cousine Seda, la mère de Louciné, plusieurs années auparavant, à une époque difficile pour Seda et sa famille. Le khash nous était servi ce jour pour marquer le départ des femmes du village. En effet, Seda, sa belle-fille et les enfants étaient alors sur le point de quitter définitivement le village pour aller s'installer à Saratov, ville en Russie où les hommes, le mari de Seda, donc le père de Louciné, et son fils, donc le frère de Louciné, travaillent depuis de nombreuses années. Quand elle s'est mariée avec Vahan, Louciné est partie vivre dans la maison de ses beaux-parents, comme le veut la règle de la virilocalité. C'est dans cette maison que nous sommes aujourd'hui pour cette deuxième visite au village. Après le repas, nous commençons l'entretien, toujours dans la cuisine, véritable pièce principale des foyers arméniens où bien plus de choses ont lieu qu'uniquement la préparation des mets. Mon ami propose de faire la vaisselle et le café afin de s'éloigner un peu. Vahan, le mari de Louciné, qui s'est réveillé entre-temps, s'est installé dans un coin de la cuisine, littéralement au coin opposé à nous, et boit son café en fumant. Il ne parle pas, il regarde son téléphone. La belle-mère, qui a probablement entendu depuis le salon que nous avons terminé de manger, arrive aussi et s'installe dans un fauteuil près de nous. Véritable gardienne du foyer, je sais qu'elle vient analyser la situation et qu'elle partira, je l'espère, après avoir compris qu'il n'y a pas de danger. C'est dans cette configuration quelque peu déconcertante que débute l'entretien, en présence du mari assis loin, en présence de la belle-mère assise très près, en présence également de Sévan qui, en préparant le café et en faisant la vaisselle, en faisant ce que Louciné aurait dû faire, permet à Louciné de répondre à mes questions et de continuer d'assurer son rôle au sein de la famille en supervisant son travail. Une fois l'entretien commencé,
La belle-mère retourne rapidement au salon et Sévan leur apporte café et gâteau. On est dans une véritable mise en scène pour que l'entretien puisse avoir lieu au sein de la cohabitation. L'entretien s'est déroulé en deux parties. La première dans la cuisine, entrecoupée de discussions informelles et de moments de vie où les enfants vont et viennent, en présence de Vahan, qui ne veut pas répondre à mes questions, même celles qui le concernent directement, mais qui ne part pas non plus. Mais qui ne contrôle pas non plus la discussion, puisqu'à plusieurs reprises, j'ai pu constater qu'il ne nous écoutait pas. Il vivait sa vie dans la cuisine. Puis nous avons continué la discussion dehors, où sous prétexte de sortir boire le café au soleil, nous avons pu nous isoler et aborder des questions plus sensibles. C'est dans cette configuration paradoxalement plus intime, alors même que nous sommes à l'extérieur de la maison, que Louciné m'explique la gestion de l'argent dans la famille. Vahan est donc le seul qui travaille. Euh, la famille vit avec son salaire et avec les retraites minimes des beaux-parents. L'argent du salaire de Vahan est réceptionné par sa mère, donc la belle-mère de Louciné, et redistribué au sein de la famille. La belle-mère, c'est la banque. C'est sur son bon vouloir et sous son contrôle que repose sa redistribution et sa dépense. Toujours devant la maison, Louciné me fait également part des stratégies de contournement de ce contrôle en mobilisant les solidarités entre femmes de même génération au village. Ne possédant pas elle-même de compte bancaire, elle fait parfois appel à une voisine à qui Vahan envoie de l'argent que Louciné peut alors dépenser à sa guise. Ainsi, les deux époux échappent ensemble au contrôle de la mère, belle-mère. Donc, j'ai voulu vous faire part de cette situation d'enquête, euh, à mon sens, elle illustre bien les problématiques que je vais aborder maintenant dans ma deuxième partie, donc la famille. Donc, dans un premier temps, résistance du terrain, proximité et poids du collectif. J'avais initialement supposé, de manière assez naïve, que ma proximité linguistique, culturelle et genrée avec les enquêtés constituerait un avantage décisif. En tant que femme, je pensais qu'il me serait plus facile de m'entretenir avec d'autres femmes, d'autant plus en l'absence des hommes. J'imaginais également que cette absence entraînerait un relâchement, voire une disparition des rapports de domination patriarcaux. On aime imaginer que quand les hommes partent, les femmes s'émancipent. En Arménie, ce n'est pas le cas. En Arménie, c'est plutôt, on arrive même, on aimerait imaginer que quand les hommes partent, les femmes reprennent en main tout le travail de l'agriculture, en plus du travail domestique. En réalité, dans la majorité des cas, on assiste à un abandon de l'agriculture. J'ai découvert que les logiques de domination patriarcale ne reposent pas nécessairement sur la présence physique des hommes et que dans le cadre familial, elles s'incarnent avant tout dans la relation entre belle-mère et belle-fille. J'ai également pénétré un univers dense de commérages et de murmures, les Bamba 5, qui traversent aussi bien les villages que les villes et qui sont relayés par les femmes, notamment en l'absence des hommes. J'ai découvert une sociabilité structurée par le candidaton, la honte, amot en arménien, les rumeurs et les commérages. Mener une enquête sur la famille supposait donc d'entrer dans un espace marqué par le secret vis-à-vis des voisins, mais aussi le secret interne à la maisonnée, entre la belle-mère et la belle-fille, où certaines paroles ne doivent pas circuler. Il a fallu donc réfléchir et questionner en profondeur ce qu'était la norme de la famille élargie, la virilocalité, la cohabitation intergénérationnelle, le rôle central de la belle-mère, l'impossibilité fréquente d'isoler les belles-filles pour mener des entretiens, et enfin la famille conçue comme une véritable forteresse, héritière de hiérarchies anciennes et de violences internes. Les lectures de Jean-Pierre Mahé et de Edvard Lalayan, donc ethnologue soviétique, bien que décrivant des configurations parfois qualifiées d'archaïques, trouvent à cet égard de nombreux échos contemporains. Donc, dans un premier temps, on l'aura compris, la norme de la famille en Arménie, contrairement à celle qu'on connaît en France ou en Occident, n'est pas le couple conjugal, n'est pas la famille nucléaire, mais la famille élargie.
Et pour illustrer cela, j'aimerais vous faire part aussi d'un épisode qui m'a marqué, d'une rencontre avec une femme d'un village de la région du Chirac, cette fois-ci, qui se définissait comme Bajane. Et j'avais d'abord interprété ce terme Bajane. Oui, Pas Jeanne. oui, Partage? comme séparé. Ah, pas Jeanne, oui, pas Jeanne, oui. Oui, Pajane. J'avais d'abord interprété ce terme comme divorcé, avant de comprendre qu'il désignait en réalité un couple vivant séparé de la belle famille. Et d'ailleurs, j'aurais dû m'en douter puisqu'elle était très heureuse de me dire qu'elle était Bajane. Donc, évidemment qu'elle n'aurait pas été heureuse de me dire qu'elle était divorcée. Ou si, peut-être, mais dans la configuration du village, ça me paraissait bizarre. L'existence même de ce terme, qui désigne la famille nucléaire à travers l'idée négative d'une séparation, confirme que la norme demeure celle de la cohabitation au sein de la famille élargie et plus largement d'une conception collective de la société où le nous prime sur le je. Dans ce cadre, donc dans le cadre de la famille élargie, l'absence et l'éloignement de l'homme ne sont pas en soi problématiques. L'image de l'homme contraint de quitter le foyer pour répondre à d'autres obligations, le travail, le service militaire, la guerre, etc., est profondément ancrée dans la culture arménienne. Et on a des contes, des chants et des anecdotes contemporaines qui en font part. Au sens où Constance de Gourcy l'évoque, l'absence repose sur une institution qui maintient la relation malgré l'éloignement. Et je postule ici donc que cette institution, c'est l'absence. Donc c'est une institution qui permet l'absence. Je la cite, être absent et ou considéré comme tel nécessite en effet le maintien d'une distance consentie qui implique de cultiver les liens avec les membres du groupe d'appartenance afin de ne pas devenir étranger au groupe ou être considéré comme disparu. Le statut qu'occupe l'absent est donc un statut provisoire, labile, qui peut s'interrompre si les échanges se raréfient ou s'espacent au point de disparaître. Je me suis intéressée donc aux normes et au vocabulaire de la parenté en arménien, euh, qui illustre bien, à mon sens, cette famille, donc cette image d'une forteresse familiale. Donc, malgré les bouleversements du XXe siècle, génocide, soviétisation, indépendance et mondialisation, la famille demeure une institution centrale inscrite dans une continuité patriarcale et virilocale. Elle constitue une unité économique avant d'être un espace affectif, orienté vers la survie et la reproduction du groupe. La norme familiale arménienne se place dans la continuité de la Nahapetakan Gejdastan, la famille patriarcale, la grande famille, la famille élargie, qui comptait parfois jusqu'à une trentaine de membres. Pour comprendre la famille, j'ai entrepris donc une étude du vocabulaire de la famille et de ses traductions en français. Et donc, je vous épargne la liste, mais au simple terme famille en français correspondent plusieurs termes en arménien qu'on n'a pas en français, tandis que les termes arméniens donc, sont bien plus précis et descriptifs que le français. Donc, par exemple, on dira toujours s'il s'agit du côté paternel ou maternel. Donc, par exemple, pour oncle et tante, on dira frère de la mère ou frère du père, etc. Et pour aller plus loin, certains termes de parenté sont utilisés aussi quotidiennement pour désigner des personnes étrangères à la famille. Ainsi, donc frère, sœur, tante, sœur de la mère, oncle, frère du père et grand-père, grand-mère, donc Yerpaï, Kouijmo, Horierpaï, Pape et Tate, témoignant, sont désignés, donc on peut les utiliser pour s'adresser à des personnes étrangères à la famille en fonction du degré de respectabilité et de l'âge de la personne qu'on a en face. Et cela donc témoignant d'une vision collective de la société arménienne comme une grande famille. Comme le montre bien Maë dans son article que je mets en bibliographie à la fin, il y a une distinction entre la parenté de l'intérieur et celle qui est destinée à quitter la maison, donc la sœur et la femme, que l'on retrouve dans les distinctions, dans les flexions, donc dans la manière dont on va décliner les termes Hayr, Maïr et Yerpaïch. Ce n'est pas de la même manière que Kuir et Kin. Donc le premier, parenté de l'intérieur, donc c'est père, mère et frère. Et Kuir, donc sœur, et Kin, femme,
ont une autre déclinaison puisqu'elles sont destinées, donc la sœur est destinée à quitter la maison où la femme est une pièce rapportée. Donc la virilocalité se retrouve dans la langue. Cette organisation symbolique éclaire aussi donc, le fait que l'absence géographique des hommes n'entame pas leur place symbolique dans la maisonnée. Enfin, la belle-mère. La belle-mère, skesouj en arménien, donc skesouj qui désigne la mère de l'époux, occupe une position centrale dans cette organisation. Gardienne de l'ordre domestique, c'est elle qui contrôle la répartition des tâches, des ressources et bien souvent de l'argent, comme on l'a vu chez Lucinet. La relation entre belle-mère et les belles-filles constitue un axe structurant dans la vie familiale. Dans ce contexte, faire parler les femmes, et en particulier les belles-filles, relève souvent de l'interdit. L'obligation de mutisme des brus, désignée par l'expression harsnutun anel, donc faire l'épouse, constitue une clé essentielle pour comprendre la difficulté à recueillir leurs paroles. Évidemment, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais on retrouve des résidus de ces traditions encore aujourd'hui. Donc, puisque historiquement, en rejoignant la famille de leur époux, les jeunes femmes n'ont pas le droit de s'adresser à certains membres de la belle famille selon une hiérarchie précise et pour une durée variable. Et donc, par exemple, dans un village proche de Gyumri, réputé riche en raison des migrations de travail vers la Russie, j'ai été renvoyée de maison en maison avant d'être finalement accueillie par une belle fille qui était seule à ce moment-là, mais qui a immédiatement appelé sa belle-mère pour lui demander l'autorisation de me parler. Et très vite, une voisine de passage est intervenue pour s'enquérir de notre présence. Donc, on est loin de l'émancipation des femmes en l'absence des hommes tels qu'on aurait aimé l'imaginer. J'en arrive à mon dernier point, donc l'économie cérémonielle et les difficultés artificielles, qui constituent une clé essentielle pour comprendre la migration. Donc, déjà décrite par Lalayan, elle implique des dépenses considérables pour les fiançailles et le mariage et qui sont souvent financées par l'endettement. Aujourd'hui encore, on part travailler en Russie pour se marier en Arménie. Ou plus précisément, on s'endette pour se marier et on migre pour rembourser. Ce qu'une de mes interlocutrices s'indigne de ces grands mariages très coûteux et qui ne reposent, selon elle, que sur cette sociabilité du camp, dira-t-on, bien plus que sur, sur des dépenses nécessaires à la survie, à la vie de la famille. Et donc, c'est elle qui appelle ces dépenses des difficultés artificielles. Selon elle, toujours, beaucoup de familles de Roppanchi pourraient vivre sans passer par la migration s'il n'y avait pas cette obligation de montrer la réussite de la famille par des cérémonies et par des dépenses aussi donc, visibles de l'extérieur, donc ostentatoires. Donc, par exemple, l'argent de la migration sera mobilisé pour acheter une voiture, alors même que, il n'y a que l'homme qui peut conduire la voiture. Donc, la voiture sera garée devant la maison toute une partie de l'année et elle sera conduite seulement 3 mois dans l'année quand l'homme viendra. Mais aussi qu'on retrouve dans l'ordre des travaux qui vont être effectués dans la maison. Donc, on va d'abord faire des travaux qui sont visibles de l'extérieur, donc les fenêtres, par exemple, et les toits. Puis la cuisine, puis le salon, et en dernier, on va rénover la salle de bain et les toilettes. Je pense que je vais conclure. J'ai déjà été très longue. Donc rapidement, pour résumer et conclure, je tente de montrer quelle place occupe cette migration parmi la multitude et la diversité et l'historicité des mouvements migratoires des Arméniens, et de se demander même donc s'il s'agit d'une migration. Entrer par la famille permet de mettre en tension l'image d'une pratique ordinaire considérée comme normale et de proposer une analyse qui fonctionne en miroir, donc à travers l'étude de la famille, comprendre que celle-ci est une institution capable d'intégrer les circulations migratoires, voire même de les produire tout en maintenant ses hiérarchies internes. L'hypothèse première d'une potentielle émancipation des femmes en l'absence des hommes a laissé place à des observations et analyses marquant la complexité des rapports de domination qui ne peuvent se résumer à des relations de genre,
mais qui s'inscrivent dans un univers relationnel dense où le collectif prime sur l'individu et où les trajectoires individuelles doivent être pensées en fonction des systèmes, des obligations, des dettes et des hiérarchies dans lesquelles elles évoluent. Merci. Anaïs, tu veux reprendre ou je le fais? Non, non, je te laisse conduire la séance, Élodie. Merci beaucoup de le faire. Bien. Alors déjà, merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses. C'était vraiment très, très chouette. C'est super. J'ai plus ou moins 1 million de questions. Je vais toutes les poser pour laisser de la place aux gens. Mais c'est pas grave, je te les poserai une autre fois. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 2, 3 questions. Comme ça, tu pourras répondre directement à plusieurs choses en même temps. Oui. Alors, est-ce que dans la salle, on a des questions? Est-ce que vous préférez qu'on commence par le chat? Alors moi, juste pour info, je ne vois pas le chat. Je n'ai pas d'ordinateur devant moi. J'ai prêté mon ordinateur à Agnès. Actuellement, il n'y a pas de questions dans le chat, Élodie. Actuellement, il n'y a pas de questions dans le chat, donc j'invite les participants à distance à poser éventuellement leurs questions. Ok, alors je vais en poser une ou deux, et puis je te laisserai répondre. Ensuite, je vous laisserai la parole dans la salle. Alors, tu as listé un certain nombre de villes dans lesquelles les Ropanchi émigraient en Russie, au tout début de ton propos. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi ces villes? Et aussi, est-ce qu'il y a de nouvelles villes qui ont émergé comme destination depuis la chute de l'URSS? Une deuxième question, ce ji, Ropanchi. Le ji, ça exprime les métiers en turc, en l'occurrence. Donc, est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est aussi une tournure dans une autre langue? Et si effectivement ça vient des langues turciques, Quel mot? tous les ji ajoutés à Ah oui, la ji, fin d'un mot, oui, ça ji, oui. exprime un métier en turc. Ah oui. Et si c'est le cas, si effectivement ça vient du turc, est-ce qu'on connaît l'histoire de ce mot? Est-ce que tu serais capable de nous expliquer un peu le pourquoi du comment? Et je vais m'arrêter là pour l'instant parce que voilà, sinon je vais prendre la place et c'est pas. Je te laisse répondre et après je te laisserai poser des questions à votre tour. Merci, Elodie. Alors, pourquoi ces villes? Alors, c'est les villes déjà que j'ai rencontrées sur le terrain. Donc, c'est évidemment pas toutes les villes, parce que en fait, ça concerne. Je voulais faire une carte pour montrer que c'était étendu sur l'ensemble du territoire russe, hein, que ça concernait pas seulement Moscou ou les villes proches de l'Arménie. Alors, par exemple, pour Yakoutsk, c'est un cas super intéressant. Donc, Yakoutsk, c'est en Sibérie. C'est vraiment beaucoup trop loin de l'Arménie pour aller travailler là-bas. Mais il y a un village en Arménie, donc Azatan, qui est un village près de Gyumri. Et tous les hommes d'Azatan vont à Yakoutsk. Voilà, il y a un lien qui s'est tissé entre ces deux villes. Donc après, je pense que c'est en fait des réseaux de cousins donc, qui va travailler là-bas. Donc une fois qu'on est en âge, là-bas à Yakoutsk précisément, donc c'est des mines hein, beaucoup, mais les Arméniens en Russie travaillent. Oui. Et ils travaillent dans le secteur du bâtiment, beaucoup. Donc, pour ceux que j'ai rencontrés, ils travaillent dans le secteur du bâtiment, de la construction. Rien à voir avec l'île. Oui, voilà. Ouais. Pour le coup, il y a beaucoup de travaux. Oui, voilà, de travaux. Parce Oui. que comme le permafrost dégèle, il y a des bulles de Oui, gaz exactement. qui sortent et ça fait des gros affaissements de terrain Mm. autour à Yakoutsk et autour de Yakoutsk. Et donc, il y a énormément Oui. de travaux à faire. Oui. Et d'autres villes, alors c'est super intéressant parce que j'ai découvert que donc il y a beaucoup d'Arméniens qui partent à Dubaï, en Irak aussi. Euh, voilà, des destinations très en Ukraine évidemment. Euh, donc des destinations assez inattendues en fait par rapport au Propane. À Dubaï sont des milieux différents que d'autres. Bonne question.
Bonne question. C'est peut-être aussi des gens qui se sont reconvertis, on va dire, qui sont passés de la Russie à Dubaï. Il y avait un moment aussi, par exemple, un des pères de famille que j'ai rencontré pendant longtemps, il partait en Russie. Puis à un moment, il y a eu une mode où les Arméniens partaient en Turquie vendre de l'or qui récupéraient dans des, je sais pas le terme, dans des machines d'électroménager, etc. Donc des tout petits morceaux d'or donc qui faisaient fondre et ils les emmenaient en Turquie. Mais ça, c'était juste après la chute de l'URSS, donc vraiment au début des années 90. Il y a beaucoup d'Arméniens qui sont passés par ça. Il y a aussi beaucoup de femmes arméniennes, oui, 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 qui sont parties en Turquie pour d'autres raisons, mais oui. Euh, oui, oui. Je prends le relais pour dire qu'il y a deux personnes qui voulaient intervenir sur Ah, ce ok. sujet aussi. Anaïd qui se proposait Ah, mais en fait, d'intervenir je sur vois la le question chat. du Manji, justement, et Sophie Oman sur Yakoutsk, en réponse à ce que tu Oui. disais. Donc, je vous laisse la parole, Sophie et Anaïd. Oui, donc brièvement, à propos de la question linguistique qu'a posée Elodie, en fait, la dérivation des mots en dji du turc, donc effectivement, en turc, ça désigne un métier, mais en réalité, dans toutes les langues de la région, c'est un des suffixes qui est emblématique de ce que peut faire le contact des langues parce qu'il a été emprunté partout, en arabe, en grec, en arménien, enfin, et en fait, il est utilisé vraiment de façon très productive et pas pour désigner seulement un métier mais pour désigner n'importe qui est en rapport avec une certaine activité, en fait, ou une propension à faire quelque chose, etc. Donc, en fait, voilà, c'était juste, enfin, je pense que certains d'entre vous doivent bien connaître ça, mais c'était pour répondre à la question d'Élodie là-dessus. Donc, en fait, c'est tout à fait normal en arménien de former un mot. Kropanji, c'est celui qui fait du kropan, quoi, voilà, qui a un rapport avec le kropan. Voilà. Peut-être je laisse la parole à Sophie qui voulait intervenir sur la Yakoutie. Et puis après, il y a Anouche qui a des questions qui sont dans le chat que tu Oui. peux voir. Mm. Merci Agnès. Anaïd, merci beaucoup Agnès, c'est vraiment un plaisir de t'écouter et de te voir. Oui, sur la Yakoutie, moi ça m'a beaucoup amusée parce que j'ai fait du terrain pendant un mois il y a quelques années maintenant, c'était en 2017. Et la communauté arménienne est très intéressante parce qu'en fait elle est ancienne, comme tu le dis Agnès, mais elle est vraiment très ancienne. Il y a des Arméniens depuis le 19e siècle qui travaillaient dans les mines d'or, dans les diamants, enfin tout ce qui concerne ces choses-là. Et effectivement, comme tu le dis, ensuite, les Arméniens sont arrivés davantage dans les années. Alors après, il y a toutes les questions de répartition. Je ne sais pas si c'est ce dont tu parles un peu au Kazakhstan, dans la campagne des terres vierges de 54, c'est la répartition effectivement très soviétique. Mais ça, c'est une autre question, mais je te poserai une question là-dessus. Et effectivement, dès les années soviétiques, en fait, hein, tu as des Arméniens qui arrivent en Yakoutie. Et en 88, au moment du tremblement de terre, bien entendu, là, il y a un énorme changement. Et moi, j'avais été justement dans cette ville extraordinaire, ce que tu racontes sur Azatan. À Gyumri, j'avais interviewé aussi pas mal de gens, des femmes dont les maris étaient là-bas, des femmes qui avaient vécu 15 ans à Yakoutsk ou à Myrni, la ville des diamants, et qui étaient revenues, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Yakoutie, si je me rappelle bien, je suis en train d'écrire un livre dans lequel je vais parler de ça, mais si je me rappelle bien, en 1988, il y a une union arménienne qui se crée à Yakoutsk. Il y a une église arménienne qui a été construite et ils ont rapporté d'Arménie le tuf par avion et pas même par avion et par camion, par Kamaz, etc. Enfin, c'est toute une aventure. Et la diaspora arménienne, alors, je voudrais pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est la deuxième diaspora, enfin, on va dire minorité étrangère après les Kirghizes à Yakoutsk, en Yakoutie. Donc, c'est important. Et voilà, ils sont très organisés. Alors, ils travaillent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'hôtels. Ils sont dans des niches professionnelles peur, quoi. Et surtout, c'est intéressant de voir comment ils sont organisés entre eux et entre l'Arménie avec Gyumri, où ils continuent à faire des allers-retours. Tu l'as vu pour Azatan. C'est vrai que on le voit en fait. Il y a carrément même des étiquettes quelque part hein, dans le voilà, dans le paysage de la ville. Donc ça, c'était une chose que je voulais dire. Maintenant, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais si vous voulez, je vous les retrouverai. Et Agnès, oui, par rapport aux terres vierges, c'est très intéressant ce que tu dis sur le Kazakhstan.
sur la campagne des Terres Vierges qui a commencé en 54. Est-ce que tu as travaillé un peu dans tu as trouvé des choses dans les archives arméniennes, les archives d'État là-dessus? Je te laisse répondre, hein. J'essaie Ok, juste d'accord. Ouais, c'est juste une question qui m'intéresse Toi personnellement. aussi sur l'écran, faites pas attention à moi. Ok, d'accord. Je m'occupe de la technique. Non, non, mais c'est une excellente idée. Parce que c'est un super sujet. Oui. Pendant que j'ai la Oui. parole, j'en profite parce que je ne pourrais pas rester plus longtemps, mais ce que tu expliques, alors sur l'absence, je trouve que c'est un thème, c'est extraordinairement intéressant et ça permet de renverser des tonnes de questions sur les migrations post-soviétiques, que ce soit en Arménie ou en Asie centrale. Et ce que tu racontes sur les cérémonies, enfin sur tout ce qui concerne justement les transferts de fonds, les rémittances, etc., la question du prestige, le rôle social de l'argent et donc de la migration, toutes ces fonctions, tout ce que tu dis aussi sur la famille élargie, la belle-mère, tous ces rapports, toutes ces stratégies qui vont être déployées, orchestrées pour contrer certaines choses. Je retrouve exactement la même chose au Tadjikistan. Mm. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on est dans des pays complètement différents du point de vue de la religion. Et encore une fois, c'est pas ça qui compte. Ce sont vraiment les structures sociales, l'organisation patriarcale, virilocale, tu l'as dit toi aussi, que l'on rencontre comme finalement quelque chose de complètement transversal. Et tout ce que tu racontes aussi sur la manière dont l'argent va être utilisé, comment on va organiser les rimonti dans la maison, qu'est-ce qui passe en premier, qu'est-ce qui se passe en dernier, la question de la voiture, c'est exactement la même chose. Et moi, j'avais juste une petite question, Agnès, sur le mariage. Est-ce que tu as observé, je ne sais pas si tu as regardé ça d'un point de vue un peu démographique, mais est-ce que tu as regardé l'âge au mariage un petit peu sur la durée? Et est-ce que tu as vu une augmentation de l'âge au mariage, notamment des hommes, peut-être aussi des femmes? En ce qui concerne, si tu veux comparer avec l'Asie centrale, notamment le Tadjikistan, qui est quand même le pays le plus important en termes de proportion de migrants, de travailleurs migrants, les femmes, elles se marient toujours relativement tôt. En moyenne. Par contre, les hommes se marient plus tard parce que le temps, effectivement, de migrer, de revenir, de pouvoir récupérer, collecter suffisamment d'argent. La migration, c'est jamais combien de temps vraiment elle va durer. Et là, je m'arrête avant en 2022, bien entendu. Donc, je ne sais pas si toi, tu as constaté des choses comme ça. Voilà, je te remercie beaucoup, Agnès. Merci beaucoup, Sophie. Euh, Merci, merci beaucoup. J'ai pris plein de notes. Concernant les mariages, l'âge au mariage, j'ai pas mené d'enquête vraiment statistique, mais les femmes que j'ai rencontrées se sont mariées très tôt et globalement leurs maris sont évidemment plus âgés et enfin, pour la plupart avaient déjà commencé à migrer avant le mariage. Donc c'est pas, ils étaient déjà migrants, voilà, puis ils sont venus se marier en Arménie, ils sont repartis en migration. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais je le note, ce serait intéressant de voir s'il y a une évolution par rapport à ça. Merci beaucoup. Attends, parce que j'essaye du coup de retrouver. Ah oui. Agnès, moi j'ai mis de mes questions, pardon, sur Oui, le chat. Après, enfin, vous répondez aux oui, Non, non, questions on va en même donner temps. la parole merci. effectivement à Anouche, oui. Oui, Alors, parce que je les je avais vois lus. sur le chat, pardon, juste, j'interviens un petit rapidement. Je vois sur les chats qu'il y a des participants qui mettent des témoignages. Merci beaucoup pour ça. On va d'abord donner la parole à ceux qui ont des questions enfin, scientifiques, disons, en rapport avec le sujet scientifique de la présentation et on vous donnera la parole après s'il reste du temps. Merci beaucoup en tout cas. Donc Alors, oui, Anouche. donc oui, moi alors donc Agnès, moi oui, peut-être que j'ai loupé le tout début, mais je voulais que vous reprécisiez peut-être ce qui a présidé au choix de votre ville d'enquête. Est-ce que ce sont donc des villes où il y a donc plus d'émigration qu'ailleurs, ou est-ce qu'il y a eu d'autres critères qui sont intervenus dans votre choix? Vous utilisez systématiquement cette expression de Hopan, Hopanchi. Donc moi j'étais curieuse de savoir si donc c'est comme ça que les gens se désignent aussi, se voient, se perçoivent. Et est-ce que aussi les autres les perçoivent comme tels? Est-ce qu'il s'agit d'un, je sais pas, d'un marqueur dans les villes? Est-ce que donc vous avez parlé des histoires un peu complexes migratoires arméniennes, et donc est-ce qu'on est repanchi aussi de génération en génération? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait expliquer, comme vous dites, que parfois on part sans raison apparente, enfin sans que ce soit nécessairement économiquement raisonnable, par exemple?
Oui, donc vous parlez aussi bah, de ces exils multiples de l'histoire arménienne. Donc je voulais savoir, est-ce que dans les familles que vous avez rencontrées, on a des cas comme ça de familles qui sont bah, traversées par ces différentes histoires, c'est-à-dire des, je sais pas, enfin à la fois, je sais pas, des Hayrenadas qui migrent aussi en Russie, etc. Euh, oui, vous n'avez pas parlé, il me semble, du cas des, je ne sais pas comment ça s'appelle, les vies doubles, les doubles vies, parce que enfin, moi j'en ai d'ailleurs dans mon entourage, des gens qui partent en fait en Russie, on sait, c'est non dit, mais qu'il y a une deuxième famille là-bas. Voilà. Donc, si vous pouviez en dire un mot, peut-être. Merci, merci beaucoup, Anouche. J'avais bien lu vos questions. Je commence par la première. Alors, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, je savais par mes proches, par mon entourage, que c'est un phénomène qui concerne beaucoup de familles dans la région du Chilak. Ensuite, en essayant de trouver un peu des informations là-dessus, j'ai trouvé plein d'informations sur les villages de la région du Geralkunik. Et donc, je pensais que c'était deux régions qui étaient plus que les autres marquées par ce phénomène. Mais en allant voir un peu les statistiques, etc., enfin, en fait, je me suis rendu compte que c'est un phénomène qui concerne toutes les régions, mais je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi, dans l'imaginaire en Arménie, enfin, le Chilak et le Geralkunik sont... Enfin, quand on dit Khopan, on imagine toujours Chilak et Geralkunik. Bon, c'est un phénomène qui concerne très peu Yerevan, évidemment, euh, mais les Tavouchti, les Loretsi, peut-être moins le Kotaïk et peut-être moins, aidez-moi, le Siounik. Mais en tout cas, enfin, les gens du Tavouche partent. Je pense que c'est quand même lié donc soit à la pauvreté, évidemment, donc du Chilak, pour le Geralkunik, au fait que c'était une région essentiellement rurale. Le choix, alors en fait, le terrain a été difficile, donc j'ai pas vraiment choisi. J'ai pris, je suis allée là où on voulait bien de moi. Et donc, il s'est avéré que c'était à Gümri et dans un village particulièrement du Geralkunik. Et comme enfin, je suis anthropologue, je fais une recherche qualitative. En fait, j'enquête sur très peu de familles. Donc, mon idée, c'est pas du tout de faire une enquête exhaustive et de montrer statistiquement ce qui se passe en Arménie. Je suis pas formée pour ça, mais voilà. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est comment les familles, elles, vivent et présentent cette absence et leur vie familiale avec la migration. Les termes Du coup, Khopan et Khopachi, concrètement, vous oui. êtes resté, pardon, excusez-moi, vous êtes resté auprès d'une famille, c'est ça, concrètement Non, 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 Peur. plusieurs familles, plusieurs familles. Euh, oui, plusieurs familles. Euh, mais enfin, c'est un peu compliqué, mais je les compte sur les doigts de la main, on va dire. Voilà. J'ai 5 ou 6 familles, à peu près. Euh, Donc pour la question Chopan, Chopanchi, oui, enfin c'est vraiment un terme très 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 répandu. Enfin c'est pas le terme on dit Artagana Ashrator, hein, donc travailleurs migrants, émigrants. euh, pour les désigner, mais eux-mêmes se désignent comme Propanchi. Voilà, dans les entretiens que j'ai traduits, pour parler de ça, les femmes disent oui, ils vont au Propan. C'est vraiment un terme qui est ultra répandu en Arménie et oui, on sait que telle famille, c'est une famille où il y a un Khopanchi, où il y a... euh, enfin, voilà, même il y a des articles en arménien, village de Khopan, par exemple, qui concernent, donc, qui sont des monographies d'un village où il y a beaucoup de Khopanchi. Donc, c'est un terme familier, mais qui est très répandu. Est-ce qu'on est Khopanchi de génération en génération? Je dirais oui. C'est ce que j'ai essayé de montrer, enfin voilà, en mentionnant la transmission intergénérationnelle de la migration et en miroir donc celle de l'absence.
Mais effectivement, dans les familles que j'ai rencontrées, donc si je prends le cas de Luciné, par exemple, elle, son père est Hopanchi. Je ne sais pas ce qu'il en est de son grand-père, je ne lui ai pas demandé, mais son frère est Hopanchi, son mari est Hopanchi, ils ne sont pas au même endroit. Euh, et voilà, après, la nouvelle, enfin, il faudra se demander ce qu'il en sera de la nouvelle génération. Je ne pense pas que cette pratique continuera de perdurer, en tout cas de cette manière. Enfin, à voir. Et pour la dernière question, bien évidemment, donc, toutes les familles arméniennes sont traversées par différentes formes de migration. J'avais le projet d'essayer de faire des cartographies familiales, donc généalogiques, donc de, euh, de, de- de cartographier en fait l'arbre généalogique des familles pour montrer que chaque famille arménienne, en tout cas celle que j'ai rencontrée et celle que je connais, euh, et on voit d'ailleurs même avec la personne qui a envie de témoigner, enfin voilà, tous les Arméniens, je pense, sont traversés par différentes vagues, différentes formes de migration, différentes temporalités, différentes raisons migratoires, voilà. Donc oui. Et pour la dernière question concernant les doubles vies et les doubles familles, alors, je n'en parle, enfin, j'en ai parlé sans en parler, justement en disant un moment au début à l'introduction, mais peut-être que vous n'étiez pas là encore, en disant que finalement j'avais été empêchée de faire du terrain multisitué comme j'avais prévu de le faire, mais que finalement c'était pas si mal parce que en Russie, il s'en passe des choses que les familles en Arménie ne doivent pas savoir ou n'ont pas forcément envie de soulever. C'est quelque chose vraiment, enfin, donc les interlocuteurs que j'ai en Russie, ceux qui sont partis en Russie, qui sont revenus, ne font pas partie des familles que j'enquête en Arménie. Et donc, ce qui permet en fait pour moi d'avoir un accès à une parole plus libérée, je pense, des hommes. Et effectivement, enfin, il y a beaucoup de cas de double vie, de double famille, etc. Mais moi, dans mon cas, j'aurais pas pu y avoir accès si je m'étais cantonnée enfin, voilà, à suivre les hommes d'une famille en Arménie, en Russie. Euh, Merci. voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Tu peux? Oui, allez-y. Vous faites- Bonjour à tous, Ah, les participants. J'aimerais juste Alors, parler un petit peu. Attendez, je crois excusez-moi, qu'il y on a a une juste une question dans question la dans la salle. salle. Il y a Elodie Excusez-moi. a donné la parole à quelqu'un dans la salle. Ah, ok. Continue. oui, Merci. allez-y. Donc, c'était un exposé très dense, très riche que vous nous avez apporté. Et chemin faisant, je me rends compte que je vous ai rencontré au cours de M. Bolodian il y a bien une quinzaine, j'ose pas dire plus parce que je veux pas Oui. vous vieillir, vous êtes si jeune par Mm. rapport à moi. Parmi toutes les choses très denses donc, et très riches, on va répéter, vous avez parlé du mutisme Mm. des jeunes femmes. Vous avez employé quel mot? Je n'ai pas retenu, moi. Des brus, des belles filles. Oui, non, Oui. mais comment vous avez employé le mot? Ah, alors, non, en fait, c'est pas une traduction du mutisme en arménien, mais ça rentre dans tout ce que l'épouse doit faire et qui s'appelle Hashnutsun Anel, donc Ah, faire c'est l'épouse. Alors, c'est juste un apport pour abonder dans Oui. votre sens. On appelait ça, je crois, dans nos familles anatoliennes, donc en Turquie, je pense à ma grand-mère, le munchpernel, D'accord. tenir le mutisme en quelque sorte. Mhm. Et l'argent qu'on mettait dans les mains de la Guessoul, Mm. ça me rappelle ce qui se passait dans ma propre famille à Épinay-sur-Seine, dans la banlieue de Paris. Et je crois que nos familles se connaissaient, nos Oui. grands-parents se connaissaient, donc à fortiori. Euh, dans ma famille, il y avait deux brus, ma mère et ma tante, la femme du frère de mon père, Paul Yerpail. Donc vous Mhm. avez très bien annoncé cela. Ma mère s'était pliée à cette situation intenable, qui est révoltante, effectivement. Ma tante, non, ce qui a créé des explosions à la fin des fins. Donc, vous l'avez fortement démontré, et je crois qu'il n'y a que les gens de temps ici qui peuvent se rappeler que ça a perduré jusqu'à, Mm. donc ici même, Oui, oui. encore pire que, parce que là-bas, bon, c'est peut-être resté dans un cadre, on a vu votre village, la neige, la maison qu'on n'a pas le droit de conduire, la Mm. voiture qu'on n'a pas.
Mm. Donc, on ne peut que vous féliciter du Merci parcours que beaucoup. vous avez fait depuis ce temps-là et votre analyse avec beaucoup de sûreté. Et vous avez dit surtout que vous n'avez pas cherché à faire des, des- des statistiques Mm. qui sont agaçantes, tandis que vous avez dit Ah non, c'est juste que c'est pas mon métier. Mais je laisse les autres qui gèrent les statistiques. pardon, Mm. je ne sais pas comment. Et, et les G, c'est le langage, on est obligé de le faire entrer dans la langue arménienne finalement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Gümri n'est Question. pas loin de la province Geysri en Turquie. D'après ce que j'ai entendu de votre explication, vous me permettez de partager un peu mon histoire vite vite. Mon grand-père, il est de Geysri. Ma grand-mère, elle est vraiment à l'ouest de Konya en Turquie. Donc, ils sont les deux échappés après le génocide de l'Empire byzantin qui continuait jusqu'à 1915. Mon grand-père, comme tout homme, il est échappé pour s'épanouir avec une femme. Puis il cherchait une femme dans son chemin. Puis il se dirigeait vers Beyrouth, Liban. Puis d'après cette région-là, on a continué à traverser l'océan jusqu'à Montréal, Canada. Donc vite, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui sont allés en Russie. C'est un endroit difficile. J'ai vu récemment qu'est-ce qui s'est passé à Geysri, en Artsakh. Pensez-vous que la Russie, avec leurs lois et leurs forces, vont faire retourner le peuple qui sont évadés en Gümri, en Tavouche, en Lori, en Tchounik, partout, les 100 000 peuples? Pensez-vous qu'ils vont donner le droit à ces gens-là, à ce peuple de retourner en Artsakh-Karabakh? Ou bien on laisse faire comme ce qui est arrivé à nous, à Geysri, on a laissé ça à Turquie, aucune loi, aucune protection, rien, la maisonnée, le foyer, tout est perdu. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Odabachian, merci Sujet. beaucoup pour votre présence et pour votre intérêt et pour votre témoignage. Simplement, la question que vous posez n'est pas du tout liée à la présentation de ce soir. Et je pense que Agnès n'est pas du tout la personne qui peut répondre à votre question, si tant est que quelqu'un puisse y répondre. Donc, il faudrait vraiment centrer les questions sur la présentation qui a été faite. Merci Le peuple beaucoup. qui sont en Gümri, maintenant, à l'instant même, est-ce qu'ils ont le droit de retourner en Karabakh, Artsakh, à leur foyer? Mais Monsieur Zabachian, vous Mais connaissez je- la réponse à cette je- question. Ça n'est pas notre sujet. Ah bon. Ce serait Je gentil de m'excuse. respecter, voilà, de respecter la tenue de cette séance. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vous en prie. dans la salle ou parmi les participants par Zoom? Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je crois que j'ai une question qui n'est Allez-y. pas non plus dans le sujet. Est-ce que, pas sûrement, ça ne fait pas partie de votre sujet d'étude, mais sait-on pourquoi il y a cet afflux d'Indiens? Non, je sais que ce n'est pas votre sujet. Non, mais bien sûr. Pourquoi, Il y a une raison quelconque en dehors des. moi, de ce que j'ai compris, c'est parce qu'il y a une facilitation des visas et qu'il y a aussi. Quel est l'intérêt de venir pour eux, hein? Ah, bah, c'est mieux payé. C'est le nord du sud, l'Arménie. Bien sûr. Il y a Bien pour sûr. la question des études de médecine. Oui. C'est parce que les études, il y a eu un accord entre l'université d'État et je ne sais plus quelle université en Inde, parce que les études de médecine en Inde sont extrêmement chères. Donc c'est parti de là. Et à cela, alors là, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais de ce que j'avais lu, à cela se sont greffées des filières
qui sont à deux doigts du trafic d'êtres humains, parfois Oui, des c'est ça. pieds dedans, Vraiment, et exactement. qui présentent à ces Indiens l'Arménie comme une porte vers l'Union européenne, ce qui Oui. n'est pas du tout le cas. Et donc, on a des gens qui se retrouvent bloqués ensuite en Arménie avec pas l'argent nécessaire pour pouvoir repartir. Oui, parce qu'en général, même, ils Mm. prennent un crédit, crédit pour pouvoir venir en Arménie travailler, qu'ils n'arrivent jamais à rembourser. Vous apprenez l'arménien? Oui. Mais les études étaient en arménien ou en Non, anglais? les études à l'université de médecine, ils ont fait un cursus international en anglais qui en fait permet aussi d'accueillir d'autres étudiants maintenant, qui à la base a été pensé pour les Indiens, mais qui maintenant a permis d'accueillir un certain nombre d'étudiants qui soit parlent pas bien arménien, donc, parfois des Arméniens de la diaspora par exemple, ou ce genre de choses. Alors il y en a peu, mais j'ai deux, trois exemples. Les achats d'armes aussi avec. Oui, Oui. les Indiens, absolument. Oui, oui. Il y aurait des armes. Mais pardon, mais là, vous parlez des étudiants indiens, ça fait quand même un certain nombre d'années, quoi. Enfin, je veux dire, depuis le tout début des années 2000, ils venaient déjà. Enfin, Oui, oui, bien sûr. Les étudiants, oui, mais les travailleurs indiens qui viennent maintenant, là, c'est vraiment depuis 2 ans, je dirais, enfin, 2, 3 ans. Oui, qui font beaucoup de métiers précaires, en fait. Oui. C'est-à-dire, ils remplacent un peu Les mêmes métiers que les les Indiens Kurdes, font aussi. enfin voilà, Il y a une qu'est-ce que question faisaient dans le les Kurdes chat. avant? Mhm. Donc, je lis la question. Est-ce que l'État arménien a, en supposant cette intention, une stratégie pour retenir ces travailleurs en Arménie et défavoriser cette émigration? Donc, c'est une excellente question. Oui. Je n'ai pas creusé cette question. Je n'aurai pas de réponse officielle à apporter. Mais ce que je peux dire, c'est que l'État arménien a une relation assez ambiguë, en tout cas avec ces émigrants, puisque en fait, c'est un peu tout bénef pour l'Arménie. Puisqu'ils partent travailler à l'étranger et puis ils renvoient de l'argent en Arménie. Donc, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de créer de l'emploi en Arménie pour que de l'argent circule. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de stratégie, en tout cas du point de vue de l'État, pour retenir ces travailleurs. Et justement, enfin, c'est une des questions qui a motivé aussi mon intérêt pour ce mouvement migratoire parce que vraiment tout se passe comme si à tous les niveaux, cette migration était normale en fait, enfin, que c'était normal pour les Arméniens d'aller travailler en Russie ou à l'étranger plutôt que de travailler en Arménie. Mais après, il y a énormément de problèmes qui font qu'il est très difficile de travailler en Arménie. C'est probablement en train de changer, mais en tout cas, au niveau étatique, moi, j'ai pas de connaissance d'une stratégie. Voilà, je ne sais pas si dans la salle, peut-être d'autres personnes en ont, mais à mon échelle, non. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, Anaïs, tu Je voulais peux dire quelque chose? rebondir, si je peux rebondir sur cette question, en fait, je pense que la question qui vient d'être posée, elle est effectivement excellente et il me semble qu'elle renvoie globalement à la politique démographique de l'Arménie, qu'on a du mal à comprendre, en fait. C'est-à-dire, si tant est qu'il y en ait une, euh, c'est vrai que c'est un des points de fragilité, en fait. C'est une question stratégique pour l'Arménie aujourd'hui. Et en fait, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations que moi là-dessus, mais on a l'impression en tout cas, il y a pas de discours autour de ça. Il n'y a pas de discours officiel autour de ça. Qu'il faut donner les moyens à tous les Arméniens de vivre en Arménie et de travailler de faire avancer le pays. Donc, Pour le coup, il y a un discours qui est très sectoriel. Où par exemple, on va faire des exemptions d'impôts pour les familles qui veulent s'installer pour qu'elles achètent un premier logement dans certains quartiers pour pouvoir désengorger le centre d'Erevan notamment. On a des petites politiques qui ont été faites au niveau, enfin, sur les questions de natalité, notamment destinées à permettre aux mères ayant perdu un enfant à la guerre de pouvoir faire des fécondations in vitro. Enfin, il y a des petites choses très sectorielles, mais je ne suis pas sûre. Alors, je laisse n'importe qui
me reprendre si je dis une bêtise, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait même une politique démographique en Arménie. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais pour le coup, Mais même, enfin, je pense au-delà aussi de la politique démographique. Enfin, là, il s'agit de régions rurales et comme, enfin, et qui sont, enfin, où il y a, qui sont pour la plupart même abandonnées. Enfin, et du fait du départ des hommes aussi, pas que, mais aussi. Et donc là, avoir aussi une politique agricole. Enfin, donc, j'ai pas creusé la question, mais je sais qu'il existe des crédits à faible taux d'intérêt, donc pour l'agriculture, mais est-ce que l'information circule? Est-ce que effectivement ils sont intéressants, accessibles? Voilà, parce que ça pourrait effectivement, enfin, retenir. euh, Mais ouais, ouais, non, mais vas-y. parce que sur la question de l'accessibilité des crédits, les taux d'intérêt, d'une manière générale, pour les crédits en Arménie C'est sont délirant. absolument exorbitants. Ouais, ouais, c'est délirant, Donc, vraiment. quand C'est autour de 13%, hein, je pense. voilà. Donc, quand on parle d'accessibilité, on n'est pas sur nos critères à nous en Europe. On est vraiment, enfin, les taux d'intérêt sont. Mm. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, non, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Au-delà de chien, il meurt aussi. Eh bien, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la session. Merci beaucoup, Agnès. Merci beaucoup, Elodie Gavrilov, d'avoir assuré l'animation de cette séance. Merci à tous ceux qui étaient là.